Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. La rue de la Banque débute rue des Petits Champs et se termine place de la Bourse. Elle mesure 280 mètres de long et 12 mètres de large. Elle se situe dans le quartier Vivienne du second arrondissement. La rue doit son nom à la Banque de France, devant laquelle elle commence. La rue de la Banque fut ouverte en deux temps. La partie comprise entre la rue des Petits Champs et le passage des Petits Pères est ouverte en 1779, conformément aux lettres patentes du 13 décembre 1777, sur l'emplacement de l'hôtel de la Ferrière, appartenant à Mathias Pasquier, sous le nom de passage des Petits Pères. Cette section est prolongée le 8 décembre 1844 jusqu'à la place de la Bourse. La rue fut nommée rue Percée dans un premier temps, puis prend son nom actuel le 30 mars 1847 lorsque le siège de la Banque de France s'installe dans l'hôtel de Toulouse. Numéro 1. Le confiseur Legrand, fille et fils. La cave et l'épicerie de luxe furent fondées en 1880. Pour une histoire plus longue, je vous renvoie à la vidéo sur la galerie Vivienne. Numéro 3. S'y trouvait autrefois l'hôtel de Normandie, dont le nom est encore gravé sur la façade, construit par l'architecte Charles Gauvejon en 1919. Le rez-de-chaussée est décoré de mosaïques polychromes comme les maisons aristocratiques de la Rome antique. Du numéro 2 à 4. Bâti en 1905, l'immeuble en paire de taille fut le siège de la banque Louis Dreyfus, comme en témoigne le monogramme inscrit dans la lunette de la grille en ferronnerie de l'entrée principale. La façade, rue de la Banque, se dresse sur 5 niveaux, plus un comble. Les 2 premiers niveaux sont traités à refend. Une épaisse corniche introduisant les étages supérieurs. Les 3 baies centrales du second étage sont ornées d'un balcon en balustrade reposant sur des consoles massives et figurent les pièces nobles de la banque, salle du conseil et bureau de la direction. La verticalité de l'immeuble est à nouveau interrompue par le balcon à balustrade ceinturant le dernier étage. Les fenêtres latérales de ce dernier sont couronnées d'un toit en pavillon, percé à l'origine de lucarnes-portes. Un abondant décor sculpté est visible sur les 2 façades. Chute de feuilles, tête de lion, cartouches à figures et cornes d'abondance. On pénètre à l'intérieur par un portail classique en arcade, sommé à la clé d'un cartouche à enroulement et cantonné de colonnes. Le bâtiment conserve son vestibule en rotonde éclairé par une verrière, sa mezzanine et son escalier à double révolution. Aujourd'hui, l'immeuble abrite la direction du personnel du ministère de la Culture et de la Communication. Pour en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo sur la place des Petits Pères. Numéro 5. Demeure du comte et navigateur Louis-Antoine de Bougainville, dans laquelle il mourut le 31 août 1811 à l'âge de 81 ans de la dysenterie. Il mena, en tant que capitaine, de 1766 à 1769, le premier tour du monde commandité par le gouvernement français. Le récit qu'il en fit dans son Voyage autour du monde, journal de bord publié en 1771, fit sensation dans les sociétés européennes de l'époque. Cet ouvrage inspira de nombreux navigateurs, artistes, écrivains et philosophes. Le livre est à l'origine du mythe du bon sauvage. Ayant été fait sénateur, comte de l'Empire et grand officier de la Légion d'honneur, Bougainville eut droit à des funérailles solennelles et fut inhumé dans la crypte des grands hommes de la patrie au Panthéon. Au numéro 5 se trouve également une des entrées de la galerie Vivienne. Numéro 8. Emplacement de la mairie du second arrondissement. L'architecte Paul Lelon est chargé du percement de la rue de la Banque réalisée en 1844 ainsi que de la construction des bâtiments publics alentour. L'hôtel du Timbre, la caserne des gardes et la mairie. Hélas, il meurt en 1846 en laissant son travail inachevé. Son collaborateur Alphonse François Girard reprend le chantier de la mairie en 1847. Les travaux s'étalent de 1848 à 1852. Elle est l'une des plus anciennes mairies parisiennes. À l'origine, le bâtiment abritait la mairie de l'ancien 3e arrondissement, voir le plan dans le hall du rez-de-chaussée, et ne fut affecté à la mairie du second qu'en 1860 après le redécoupage des arrondissements.
Le 16 novembre 1943, la Gestapo vient arrêter Jacques Bidault, secrétaire général de la mairie, suite à une dénonciation. Il fournissait des faux papiers, des tickets de rationnement et des documents officiels vierges à des groupes de résistants. Il est mort au camp de Neuengamme le 4 décembre 1944. Le square, situé 18 rue de la Lune, porte son nom. Dressé sur une partie des terrains occupés par le couvent des Augustins des Chaussées, coincé entre l'étroite rue de la Banque et l'église Notre-Dame-des-Victoires, la mairie se distingue par la sobriété de son architecture. Sa façade, percée sur ses 2 premiers niveaux de baies en plein cintre, est décorée dans sa partie supérieure de 2 rangées de pilastres superposés. Elle se termine par un fronton avec horloge surmonté d'un petit campanile. La salle des mariages, réalisée en 1879 au premier étage, doit sa décoration à l'architecte Charles-Gustave Huillard, élève de Victor Baltard, et au peintre Georges Moreau de Tours, auteur des 3 tableaux « Le mariage »,« La famille » et « Le sacrifice de la patrie ». Les façades et les toitures, ainsi que le vestibule d'entrée et la salle des mariages, sont inscrits au monument historique depuis le 7 mai 1982. Du numéro 9 au numéro 13. L'ancien hôtel abritait l'atelier général du timbre, la direction de l'enregistrement et des domaines de la Seine. Il est aujourd'hui occupé par la direction générale des impôts. Le 15 juillet 1845, le législateur autorisa la construction d'un nouvel hôtel du timbre dans le quartier de la Bourse. L'État achète un terrain de 470 mètres carrés le 1er octobre 1845 auprès de la Compagnie des Messageries Royales. L'achat fut en partie financé par la vente de l'ancien hôtel du timbre. Le bâtiment est construit entre 1846 et 1849 d'après les plans de l'architecte Paul Lelong, repris par Victor Baltard après le décès accidentel de son prédécesseur. La pose de la première pierre est relatée dans le journal Le Moniteur universel, daté du 23 avril 1846. L'édifice est affecté à la Direction générale de l'enregistrement et des domaines par décision ministérielle le 29 avril 1833. À la fin du XIXe siècle, l'atelier général du timbre s'installe au numéro 11, séparant ainsi la direction de l'enregistrement, qui s'installe au numéro 9, et celle des domaines de la Seine, qui s'installe au numéro 13. Petit à petit, l'atelier occupa plus de 5000 m² de locaux sur les 7300 m² totaux. En 1897-1898, il est envisagé de transférer l'atelier dans le bastion 12 des fortifications, l'actuelle porte de Montreuil. En 1925, c'est l'hôtel des Monnaies qui est envisagé, puis l'hôtel de Rohan. L'atelier fut longtemps considéré comme un service encombrant par l'inspection des finances. Hélas, les machines nécessaires à la fabrication des timbres fiscaux et le timbrage du papier, les ateliers et les magasins de stockage nécessitaient une surface minimale de 1000 m², limitant le choix des immeubles et bloqua le déplacement de l'atelier. Il demeura rue de la Banque jusqu'en 1974 avec la Direction nationale d'intervention domaniale, DNIT. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la direction des impôts avait fait main basse sur les immeubles de la rue de la Banque. En dépit du transfert de la DGI à Bercy, le service informatique resta là. De style néoclassique, l'édifice comporte un pavillon central flanqué de 2 bâtiments latéraux avec aile en retour. 2 médaillons, la loi et la sécurité, œuvre d'Eugène André Houdinet, ornent l'entrée, surmontée par un fronton au tympan sculpté par Jacques Marre. Du numéro 10 au numéro 12, emplacement de la caserne des Petits Pères, également appelée caserne de la Banque. Jusqu'en 1790, les gardes françaises et les gardes suisses tenaient garnison à Paris, chez l'habitant, avec un billet de logement. En 1692, Louis XIV exige la construction, dans les faubourgs de Paris, de casernes pour loger les soldats. Hélas, la crise économique ne permet la construction que de la caserne des mousquetaires noirs et celle des mousquetaires gris. Le chantier des casernes est repris par Louis XV en 1760. Toutefois, la guerre de 7 ans vide les caisses de l'État, freinant les chantiers. Le maréchal de Biron est autorisé à contracter des baux avec des particuliers. Ainsi naît la caserne de la Pépinière en 1770, celle de la Nouvelle-France en 1772, Babylone en 1780,
et Popincourt en 1787. Ces bâtiments devaient loger 3 compagnies de 4 sections de 30 hommes. Les sous-officiers et les officiers étant hébergés dans des bâtiments extérieurs. À la Révolution et sous le Premier Empire, des casernes sont aménagées dans des établissements religieux ou civils, tels celles des Petits Pères. Les casernes contenaient environ 27 000 soldats et gardes de Paris. Elles pouvaient au besoin abriter 50 000 hommes. La caserne, rue de la Banque, contenait moins de 1000 hommes. Après une longue éclipse amorcée dans les années 1660, la brique réapparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle, favorisée dans son emploi architectural par la renaissance de la polychromie et l'essor de la mécanisation. Construite entre 1852 et 1857 par l'architecte Jean-Louis-Victor Grisard, d'après des plans de Baltard, la caserne de style Louis XIII s'élève sur les dépendances du couvent des Augustins des Chaussées. Destinée à loger 2 compagnies, elle comportait 2 grands bâtiments, un sur la rue de la Banque, l'autre sur la rue Notre-Dame-des-Victoires, séparés par une grande cour. La caserne des Petits Pères se compose d'un corps de logis principal de 3 étages, surmonté d'un étage en mansarde, appuyé à ses 2 extrémités par 2 pavillons en avant-corps, formant une légère saillie. Chaque étage est éclairé par 8 fenêtres et chaque pavillon en a 2. On pénètre dans la caserne par 2 portes cochères décorées de colonnes et coiffées de 2 statues. Les meurtrières et les guérites rappellent la fonction du bâtiment. Aujourd'hui, ce dernier abrite la garde républicaine. Le 25 mai 1871, un homme est assassiné devant l'immeuble du numéro 15. Il avait été confondu avec le communard Gustave Lefrançais. Ses idées révolutionnaires lui ferment les portes de l'enseignement public. Élève de l'école normale d'instituteurs de Versailles, il n'obtient pas de poste. Les différents collèges libres où il tente d'enseigner le renvoient rapidement. En 1848, il adhère à l'Association des instituteurs et institutrices socialistes fondée par Pauline Roland, ce qui lui vaut d'être condamné à 3 mois de prison et 2 années de résidence surveillée. En 1851, il est interdit d'enseigner. Il séjourne à Londres de 1852 à 1853 après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Puis, il devient un des opposants parisiens du Second Empire. Après la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, le 4e arrondissement l'envoie comme délégué au comité central républicain des 20 arrondissements. Il participe à l'insurrection du 31 octobre 1870 contre le gouvernement de la Défense nationale. Arrêté, il est détenu jusqu'à son acquittement en février 1871. Le 26 mars, il est élu au conseil de la commune par le 4e arrondissement. Il est, dans un premier temps, membre de la commission exécutive, à partir du 3 avril de celle du travail et de l'échange, et enfin de celle des finances dès le 21 avril. Lefrançais vote pour la création du comité de salut public. Pendant la semaine sanglante, il combat sur les barricades et parvient à se réfugier à Genève. Il est condamné à mort par contumace par le Conseil de guerre. Il collabore à divers journaux anarchistes, publie l'étude sur le mouvement communaliste de Paris en 1871. Il rentre en France après l'amnistie de 1880. À sa mort, il exerçait la profession de comptable. L'un des esprits les plus originaux et les moins connus de la philosophie française, Auguste Comte donna des cours gratuits d'astronomie en la mairie du 2e arrondissement de Paris. Il entendait instruire les classes populaires. En 1830, il crée l'Association Polytechnique à Paris, école qui existe toujours dans le 5e arrondissement, chargée de dispenser des cours de culture générale ouverts à tous. L'année suivante, il inaugure un cours d'astronomie destiné aux ouvriers de Paris. Ce cours se déroula chaque dimanche pendant 17 ans. Selon Comte, il était de son devoir d'instruire les classes dépourvues de toute culture mentale. Les leçons d'astronomie deviennent rapidement un tremplin à la divulgation de sa philosophie positive. Celle-ci privilégie la connaissance scientifique au détriment de la métaphysique. La science est le seul type de pensée efficace et finira par triompher de l'Église qui maintient les gens dans un esprit superstitieux.
En 1842, Auguste Comte est attaqué avec véhémence par la presse religieuse. Afin de mettre un terme au dilemme, le gouvernement nomma un observateur chargé de juger du caractère subversif des leçons populaires. Comte est bien loin de s'en intimider. Il écrivit à son ami Stuart Mill en janvier 1843, je cite, « J'ai directement proclamé, pendant 3 heures consécutives, devant 400 personnes, la supériorité morale du positivisme sur le théologisme sans exciter la moindre improbation, ni la plus légère marque d'impatience ou de dissentiment, sans même qu'aucun auditeur, je crois, ait quitté la salle. » Au début de l'année 1847, Auguste Comte abandonne définitivement son cours sur l'astronomie pour exposer à son auditoire les fondements mêmes de la philosophie positive. Hélas, la réaction du discours sur l'ensemble du positivisme le contraint à mettre un terme à son cours populaire en août 1847. Les leçons d'astronomie se retrouvent dans le traité d'astronomie populaire publié en 1844, et dont le discours sur l'esprit positif en était à l'époque le préambule. Si les critiques furent nombreuses à l'encontre des idées de Comte, le cours connut-il le succès escompté. Les classes ouvrières ne se présentèrent pas en masse. Toutefois, les présents montrèrent une certaine ferveur. Cet auditoire n'est pas uniquement, ni même en majorité, composé d'ouvriers, écrivait Comte à Stuart Mill le 1er mai 1844. Bien que ce soit leur intention que j'ai institué ce cours, il y a 14 ans, il ne forme d'ordinaire qu'un quart environ de mes auditeurs habituels. Le reste est un mélange très varié où abondent les vieillards. Un petit groupe de 7 ouvriers, batteurs d'or, menuisiers, j'en passe, resta fidèle au cours de Comte durant de nombreuses années. D'eux, le philosophe devait dire « L'heureuse absence actuelle de toute sotte culture scolastique les rend propres, dans cette lumineuse situation mentale et morale, à saisir directement, quoique d'une manière nécessairement très confuse, le véritable esprit d'une rénovation philosophique à laquelle les intelligences mal cultivées, qui pullulent dans le monde lettré, ne peuvent s'élever que laborieusement et d'une façon très imparfaite. Je vous assure que parmi les esprits qui ne sont pas professionnellement philosophiques, c'est chez de vrais ouvriers, horlogers, mécaniciens, imprimeurs, que j'ai trouvé jusqu'ici la plus saine appréciation, non moins mentale que sociale, de la nouvelle philosophie. Vous l'aurez compris, cette rencontre prolétarienne exerça sur Comte une influence profonde et durable. Le passage des Petits Pères débute place des Petits Pères et se termine rue de la Banque. Il mesure 23 mètres de long et 7,2 mètres de large. Le passage tient son nom de la place voisine, souvenir du couvent des Augustins qui s'étendait tout autour. Les Augustins étaient surnommés les Petits Pères. Le passage fut ouvert en 1777. Il faisait alors un coude partant de la place des Petits Pères vers la rue éponyme. Lorsque la rue de la Banque fut ouverte jusqu'à la place de la Bourse en 1844, le tronçon nord-sud du passage fut absorbé par cette dernière. Depuis, le passage n'aboutit plus à la Banque de France, mais à la Galerie Vivienne. Numéro 5. Le bâtiment est une annexe de la mairie du second arrondissement. En 1981, l'immeuble est transformé pour abriter la bibliothèque Vivienne qui prend le nom de la résistante Charles Delbo en 2008. Communiste, issue d'une famille d'immigrés italiens, elle travaille avant la guerre comme assistante du metteur en scène Louis Jouvet. Elle s'engage en 1941 dans la Résistance avec son mari Georges Dudac. Ils sont arrêtés. Il est fusillé en 1942. Elle est déportée à Auschwitz par le convoi du 24 janvier 1943, parmi 230 femmes. Charles Delbo est l'une des 49 rescapés de son convoi, qui compte surtout des déportés politiques. Pendant sa déportation, elle décide qu'à son retour, elle écrira son témoignage de ce qu'elles ont vécu, lequel sera publié en 1965 sous le titre « Aucun de nous ne reviendra ». Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.
À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.